Bonjour à tous. Alors, loin des rayonnements ionisants, loin de tout ce qu'on a vu concernant la radioactivité, les rayons X, leur interaction avec la matière, maintenant on va voir une autre partie et cette fois c'est les notions fondamentales de la thermodynamique. Est-ce que vous savez que la thermodynamique est vraiment la base de très nombreuses industries, comme l'industrie agroalimentaire, pétrolière, l'industrie pharmaceutique, etc. Et c'est vraiment, ça permet aussi de comprendre la nature de tout ce qui nous entoure. Alors, l'association du mot thermodynamique, ça vient du grec, pardon, et ça signifie respectivement chaleur, le mot thermo, et dynamique, c'est force. Vous voyez, c'est une association entre chaleur et force. C'est-à-dire qu'à partir de la chaleur, on peut créer des forces. Bon, cette science, elle a fait naissance depuis le XVIIe siècle. Et à l'époque, la motivation, c'était vraiment un besoin industriel et plus exactement, trouver des conditions optimales et pour transformer, si vous voulez, la chaleur en travail et par la suite fabriquer des machines industrielles. Vous voyez, donc c'était la nécessité que ça apparaît cette science et qui est la thermodynamique. Et parce qu'on voulait, à partir de la chaleur, c'est vraiment optimal, hein, transformer la chaleur en travail et donc fabriquer des machines qui vont servir à l'industrie. Bon, un peu d'historique, c'était comment ça a fait naissance. Il y avait un physicien français qui s'appelait Denis Papin, et lui, en regardant la vapeur d'eau, et pendant que l'eau bouillit dans un récipient, il a vu que la vapeur, elle soulève le couvercle. Voyez? Et donc là, il s'est dit, tiens, c'est possible que la chaleur, elle peut repousser, si vous voulez, un piston. Et dire repousser un piston, c'est fournir un travail. Et c'était comme ça que ça a apparu la science, la thermodynamique et l'application de cette association chaleur-travail dans le monde industriel. Voyez, donc vraiment c'était le point de départ, c'est une idée qui est très simple et le fait que l'eau, pendant qu'il est en train de bouillir dans un récipient, et ben la vapeur, elle soulève, si vous voulez, le couvercle, et de là, on peut toujours fournir un travail, c'est-à-dire repousser un certain piston, par exemple, juste à partir de la chaleur. Et de là, c'est parti pour la construction des machines à base de vapeur. Voilà. Alors, toujours dans cette introduction générale, le mot thermodynamique, euh, on peut le décrire de deux manières et selon deux aspects. Il y a l'aspect macroscopique, ça veut dire que là, c'est les propriétés de la matière qui sont à l'échelle macroscopique, comme la pression, le volume, la température, la masse. Hein. Si le deuxième aspect, c'est le microscopique, et cette fois, c'est lorsqu'on s'intéresse aux propriétés de la matière, mais c'est à l'échelle microscopique ou atomique. Et dans ce cas-là, les variables et les grandeurs cinétiques, ça va concerner les molécules et les atomes, et non pas tout le produit. Hein. C'est-à-dire, dans ce cas-là, on va considérer le VI, c'est-à-dire le volume individuel aux molécules, l'énergie cinétique
individuelle des différents atomes, etc. C'est microscopique si vous voulez. Et c'est quelque chose qui est général. Lorsqu'on parle de microscopique, c'est à l'échelle moléculaire, à l'échelle atomique, mais sinon si c'est macroscopique, et ben cette fois, on va décrire vraiment le système avec des propriétés macroscopiques, des variables plutôt d'état macroscopiques comme la pression, le volume, etc. Alors, la première des choses qu'il faut définir en thermodynamique, c'est la notion de système. Qu'est-ce qu'un système? C'est la base vraiment de cette science. Et ben, le système, c'est tout simplement une partie de la matière, comme vous voyez ici, c'est une partie de la matière et qui possède une certaine masse, hein, et qui est délimitée par rapport au milieu extérieur. Voyez? Donc à l'extérieur, nous avons le milieu, c'est le reste de l'espace, si vous voulez, sans le système. C'est ça le milieu extérieur. Et donc, le système, si vous voulez, c'est quelque chose qui est fermé, hein. C'est une partie de matière délimitée. Voyez? C'est une délimitation, tout simplement, de quelque chose. Ça s'appelle un système thermodynamique. Encore une autre définition. Là, ce qui est noté, c'est qu'un système, c'est tout ensemble de corps limité par une surface, oui, à travers laquelle, c'est-à-dire à travers cette surface, qu'est-ce qu'on pourra avoir? Ils peuvent s'effectuer des échanges. Hein, voici votre système S, hein, sur l'image, et le système il est délimité par une certaine surface, et à travers cette surface peuvent s'effectuer des échanges de matière avec le milieu extérieur. Hein. Et si vous voulez, l'ensemble du système et le milieu extérieur, ça va constituer ça va constituer l'univers. Voyez? Donc là, la nouvelle notion, c'est le mot échange. Échange de quoi? Soit un échange d'énergie ou un échange de matière. Et c'est entre le système et le milieu extérieur, et c'est à travers la surface délimitant le système. C'est clair? Donc avec ça, on définit ce que c'est que le mot système thermodynamique. Alors, pour les systèmes, il existe différents types. Et regardez dans le tableau, il y a ce qu'on appelle un système qui est isolé, fermé ou ouvert. Sur quelle base? On a dit que c'est sur la base d'échanges de matière ou d'échanges d'énergie. Hein. Alors si on prend par exemple le cas du système isolé, alors un système qui est isolé, il n'y a pas d'échange de matière, non plus d'énergie. Hein. Pas d'échange de matière, pas d'échange d'énergie lorsque le système il est isolé. C'est le cas du calorimètre. Hein. Un système qui est fermé. Fermé, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'échange de matière, mais il y a un échange d'énergie. Quand par exemple ici, comme c'est noté dans la dernière colonne, le cas des piles électriques. Les piles électriques, ils font l'échange d'énergie avec le milieu extérieur, mais ils n'échangent pas la matière. Hein. Un système qui est ouvert, et bien cette fois, c'est un échange à la fois de matière et d'énergie, le cas de l'être vivant, la mer, tout système qui est ouvert. Alors faites cette différenciation entre les différents types de systèmes et sur quelle base ça se fait la différence. N'oubliez pas que c'est au niveau d'un échange de matière ou un échange d'énergie. Il y a des exemples ici, toujours pour tout en restant la même idée. Regardez là, c'est la mer. Et la mer, c'est un système qui est ouvert. Elle peut échanger de l'énergie et aussi de la matière avec le milieu extérieur. Regardez le réfrigérateur.
là, c'est quel type de système à votre avis? C'est un système qui est fermé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange de matière, pas du tout, mais il y a un échange d'énergie avec le milieu extérieur, c'est le froid et la chaleur. Hein. Le système isolé, c'est exactement ce que vous voyez là, c'est le calorimètre, hein, et donc là, c'est les deux. Si vous prenez la thermos, hein, et bien là, c'est un système que l'on va dire adiabatique, c'est-à-dire il n'y a pas d'échange d'énergie avec le milieu. Ça s'appelle un système qui est adiabatique. Hein. Donc, adiabatique, je répète, pas d'échange d'énergie. Isolé, pas d'échange d'énergie ni de matière. Système fermé, pas d'échange de matière, mais un échange d'énergie. Un système ouvert, c'est un échange des deux. Alors, on arrive maintenant à comment décrire, si vous voulez, un système d'une manière thermodynamique. Et bien là, il faut à la fois définir le système, et c'est en délimitant ses frontières par rapport au milieu extérieur. Il faut aussi déterminer l'état du système. Et sachez que l'état du système, il est défini par ce qu'on appelle les variables. Donc déjà maintenant, on introduit une nouvelle notion de mot variable. On a défini le système thermodynamique. Hein. Évidemment, il faut le délimiter avec des frontières par rapport au milieu extérieur. Comme ça, vous allez faire, si vous voulez, pour pouvoir faire l'échange de matière ou d'énergie. Hein. Mais une chose qui est nouvelle cette fois, c'est que c'est la définition de l'état du système. Et l'état du système, ça se définit par certaines variables. Et c'est ce qu'on va voir par la suite. Tout de suite, d'ailleurs, c'est juste après. Alors, on passe à ces diapos. Voilà, alors regardez les variables d'état. Alors, c'est quoi les variables d'état? C'est encore les paramètres et les grandeurs de cet état. Et on peut les subdiviser en deux types. Il y a des variables qui sont extensives et des variables qui sont intensives. Extensive, ça veut dire que c'est toutes les variables qui sont proportionnelles à la quantité de matière du système. Et on peut dire qu'ils sont additives. Hein? Proportionnelles à la quantité de matière du système, c'est-à-dire le nombre de moles. Hein? Maintenant, c'est-à-dire la quantité de matière. Les variables intensives, cette fois, elles sont plutôt indépendantes de la quantité de matière du système et elles ne sont pas additives. On va voir plus en détail ce que c'est que les variables extensives et les variables intensives, mais pour l'instant, faites cette différence entre extensive et intensive, c'est au niveau de la quantité de matière, la proportionnalité à la quantité de matière du système, et point de vue additivité, c'est-à-dire est-ce qu'on peut les additionner ou pas. Hein? Alors continuons. Voici les variables extensives. Hein? Il y a la masse. Est-ce que la masse dépend de la quantité de matière? Oui. Il y a les nombres de moles? Oui. Le volume aussi dépend de la quantité de matière. Est-ce qu'on peut additionner? C'est-à-dire que je prends le volume d'un ensemble constitué par différents composés. Je peux écrire que le volume global, c'est la somme des volumes qui se trouvent à l'intérieur de ceux-ci. Hein. C'est ça ce que signifie l'additivité. Il y a aussi ce qu'on appelle les fonctions d'état, on va les voir après, à savoir l'énergie interne, l'enthalpie, etc. Toutes ces fonctions
on peut dire qu'elles sont des variables extensives. D'accord? Donc, j'espère que vous avez bien compris. La masse, le nombre de moles, les volumes, encore ces fonctions d'état qu'on va voir, ce sont des valeurs, des variables extensives, c'est-à-dire qu'elles dépendent de la quantité de mouvement, la quantité de matière, et elles sont additives. Voyons cette fois les variables qu'on appelle intensives. On a dit qu'elles ne dépendent pas, qu'elles ne sont pas proportionnelles à la quantité de matière et qu'elles ne sont pas additives. Voyons le cas de la température. Est-ce que la température dépend de la quantité de matière? Pas du tout. Hein? Est-ce qu'on peut additionner la température, si vous voulez l'exemple d'une maison et vous avez plusieurs chambres, est-ce que la température de la maison est égale à la somme de la température des chambres? Pas du tout. Donc vous voyez, il n'y a pas le principe d'additivité et non plus, elle ne dépend pas de la quantité de matière. La pression, la concentration aussi, la masse volumique et toutes les grandeurs molaires, comme le volume molaire, la concentration à pression constante, tout ceci on va les voir aussi. Hein. Toutes ces grandeurs molaires, elles sont des variables intensives. Vous voyez? Donc retenez, température, pression, concentration ne dépendent pas de la quantité de matière et elles ne sont pas additives, donc ce sont des variables intensives. Alors commençons par la température, variable intensive, variable d'état intensive. Et bien sachez que la température, elle est reliée au degré d'agitation moléculaire de la matière. C'est-à-dire que vraiment c'est une relation qui est très intime entre les deux. Et si vous voulez si vous considérez la vitesse individuelle des différentes molécules et encore l'énergie cinétique de ces molécules, c'est le EI. Et bien sachez que lorsque la vitesse et encore l'énergie augmentent, le degré d'agitation thermique du milieu il va être plus grand. Voyez? Donc dire agitation moléculaire, c'est encore, si vous voulez, c'est une agitation qui est thermique et c'est lié, vraiment c'est lié à la vitesse et à l'énergie des différentes molécules. Et justement, lorsque vous considérez la température 0 degré, c'est le zéro absolu à moins 273 degrés, et bien toutes les atomes et les molécules qui constituent la matière vont être figés. Il n'y aura pas d'agitation, ils ne vont pas bouger à l'intérieur du corps, et c'est parce que la température elle est nulle. Voyez, donc l'augmentation de la température entraîne une augmentation de l'agitation, si vous voulez, moléculaire de la matière. Qui c'est qui fait cette augmentation? C'est la vitesse, c'est l'énergie cinétique des constituants de la matière. Voyez? Et justement là, c'est le cas où c'est nul. Lorsque la température est nulle, et ben les molécules, ils vont être, et encore les atomes, ils vont être figés. Si on prend par exemple le cas d'un gaz et qui se trouve à l'intérieur d'une enceinte, et ben, à l'échelle microscopique, n'oubliez pas que le mot microscopique c'est lié à l'échelle atomique, moléculaire, c'est ça la signification. Et ben, sachez que les molécules du gaz, ils vont se déplacer dans l'enceinte et c'est d'une manière aléatoire. Pourquoi? Parce qu'ils vont être juste soumis à une agitation thermique. Voyez? Et donc, le déplacement des molécules, et lorsque c'est un gaz, le déplacement, comme vous voyez ici sur l'image, ça va être vraiment aléatoire. Alors, comment on peut définir, si vous voulez, les échelles de température? Il y en a plusieurs. Et sachez que vraiment
l'échelle qui précède tous les autres, c'est l'échelle Celsius, hein. Et vous avez la température en degrés K est égale à la température en degrés C plus le 273. Et cette relation, qu'est-ce qu'elle définit? Évidemment, si vous voulez, l'échelle de température en degrés K, hein, en fonction du degré C. C'est la relation entre les deux. D'ailleurs, le degré K, c'est l'échelle, c'est l'unité internationale. Et donc, si on vous donne une température en degré C, pour convertir, il faut rajouter le 273. Voyez? Alors, comment maintenant, et c'est ce qui reste, comment on peut mesurer la température? C'est grâce et au moyen d'un thermomètre et selon une échelle bien prédéfinie. Voyez? Donc, je répète pour récapituler, la température, c'est une variable d'état intensive. La température, elle est liée à l'agitation, si vous voulez, on va dire, du système, hein. Et l'unité internationale, c'est le degré K. Vous avez la relation entre le degré, cette échelle en Kelvin et le Celsius. Il y a, quand vous voyez le Kelvin, c'est la température en Kelvin, c'est la température en Celsius plus le 273. Voilà. Alors maintenant, voyons la pression. C'est encore une variable d'état. C'est très important de définir ces variables. Pourquoi? Là, il faut revenir en arrière et on avait déjà défini un système et il faut définir les frontières du système et encore, il faut définir les variables d'état. Et comme ça, pour faire l'étude des échanges avec le milieu extérieur, ça va être sur cette base, hein. Alors, je reviens à la notion, à cette variable intensive qui est la pression. Et la pression, elle est due au choc, hein. C'est les chocs des atomes et des molécules d'une certaine matière sur les parois d'un récipient et qui contient, le cas ici, comme vous voyez sur cette image, c'est un gaz qui se trouve dans une enceinte et donc à l'intérieur il y a différents atomes et molécules et vous voyez que la pression c'est celle exercée par ces constituants, les molécules et les atomes sur les parois de cette enceinte qui est les limites, c'est la surface délimitant si vous voulez l'enceinte. C'est ça ce qu'on appelle la pression, c'est les chocs tout simplement. Alors maintenant on arrive à la notion d'échange d'énergie. Et lorsqu'on parle d'échange d'énergie de la matière, eh bien, ça se présente sous deux formes possibles et qui sont la chaleur, et que ça se note par grand Q, et le travail, c'est le W. Vous voyez, la chaleur et le travail. Regardez l'image gauche, hein, vous voyez que nous avons deux systèmes délimités par une certaine surface et vous voyez au niveau de cette limite, il y a un échange entre les deux et ça va être un transfert de chaleur, hein. Si on suppose par exemple ici que nous avons quelque chose, c'est-à-dire un milieu qui est chaud et là c'est un milieu qui est froid, donc certainement il y aura un échange de chaleur entre les deux et c'est ce qu'on note par le grand Q. Alors, à propos du transfert de travail, et bien là, il faut envisager le cas où vous considérez un système qui se trouve à l'intérieur d'une enceinte et là, on parle de déplacement d'un piston, hein. Un déplacement de piston. Le déplacement, ça se fait comment justement? C'est grâce à un transfert de travail. Un transfert de travail qui va se faire
et qui va entraîner, si vous voulez, le déplacement du piston. C'est exactement le cas où vous considérez une seringue, hein, le piston de la seringue, c'est la même chose. Voyez. Et qu'est-ce qui fait déplacer le piston de la seringue? C'est un travail qui va être exercé par le gaz ou si vous voulez, ce qui se trouve, le système qui se trouve à l'intérieur de la seringue. Alors, pour récapituler, l'échange d'énergie, alors lorsqu'on parle d'échange d'énergie, c'est la signification, c'est soit la chaleur ou le travail, le Q ou le W. Notez aussi que le Q, c'est lié à la température, hein, c'est le Q, là tout le monde le connaît, mais sinon pour le travail, pensez toujours au déplacement du piston. Alors quelques unités dans le système international et que l'on va utiliser par la suite. Toujours le temps, si vous voulez, son unité c'est la seconde. La température c'est le degré Kelvin. La pression c'est le pascal. L'énergie c'est les joules. La puissance c'est les watts. Hein. Maintenant, 1 watt c'est 1 joule par seconde. Une calorie c'est 4 joules. Et pour la pression, système international, on a dit que c'est le pascal, et le pascal c'est newton par mètre carré. Hein. Et 1 atmosphère c'est 1,013 bar, ça se note, et 1 bar c'est 10 puissance 5 pascal. Hein. C'est encore 750 torr. D'accord. Donc il faut connaître ces unités, surtout lorsqu'on considère la pression. Le système international, c'est le pascal, mais sachez que c'est le newton par mètre carré. Hein. Sachez aussi qu'il y a dans le système CGS, c'est-à-dire le système centimètre, qui n'est pas le système international, centimètre, gramme, seconde. Alors là, on définit la pression par l'atmosphère, le bar. Il faut connaître ces relations. Un atmosphère, c'est 1,013 bar. Un bar, c'est 10 puissance 5 pascal. Et il y a une ancienne unité qui est le torr, et c'est le 750 torr. Ok? Bien. Alors maintenant qu'on a défini les états et on a défini les variables d'état, on a défini le système, on a défini les échanges d'énergie, on va voir, si vous voulez, les transferts que l'on peut envisager et sur la base d'un échange énergétique entre un système et le milieu extérieur. Alors on va voir ce que c'est que l'évolution ou la transformation du système. Eh bien, sachez que lorsqu'il y a un transfert d'énergie entre le système et le milieu extérieur, eh bien, qu'est-ce qui va se passer pour le système? Évidemment, il va évoluer, les valeurs d'état correspondant, ils vont être certainement modifiées. D'accord? Bon, tout à l'heure, on a vu la pression, la température et peut-être d'autres variables. Et donc, lorsqu'il y a un échange avec le milieu extérieur, le système va évoluer et ces variables d'état, si vous voulez, ils vont aussi être modifiées. Et bien, le fait que les variables d'état du système sont modifiées, on va dire que le système se transforme. Il se transforme ou il change d'état. Hein. Pourquoi? Parce que les variables, c'est des caractéristiques d'un certain état d'équilibre du système. Et donc, si par exemple, le système était à un état d'équilibre initial numéro 1, et à ça correspond des variables d'état, suite à l'échange avec le milieu extérieur, on a dit que le système, il va se transformer et donc il va passer à un autre état
hein, un autre état d'équilibre et qui est caractérisé par d'autres variables d'état. D'accord? Donc déjà, vraiment, il faut s'habituer à ces mots qui sont euh, nouveaux pour vous et ça concerne la thermodynamique, la notion d'état d'équilibre, la notion de variable d'état et la notion de transformation. Il faut faire la liaison entre les trois. Un système, quand il passe d'un état d'équilibre initial à un état d'équilibre final, je sais que chaque état il est caractérisé par des variables d'état comme la pression, la température, le nombre de moles ou autres. Et donc, lorsque votre système échange de l'énergie avec le milieu extérieur, et on a dit comment ça se fait cet échange, c'est soit par la chaleur ou le travail, qu'est-ce qui va se passer? Le système va se transformer. Hein? C'est une transformation, c'est un changement d'un état à un autre, et c'est-à-dire que les variables d'état, ils ne vont plus être les mêmes. Hein? Voyez, c'est ça ce qu'on appelle la transformation. Donc transformation, changement d'état, c'est tout simplement passer d'un état d'équilibre initial à un autre état d'équilibre final. Voyez? Et avec des variables d'état qui peuvent être toutes plutôt différentes aux valeurs initiales. Alors voici le modèle. Hein. Voici regardez votre système. Il avait à l'état numéro 1 une pression P1, un volume V1, une température 1. Et puisqu'il a échangé avec le milieu extérieur, soit le travail, ou c'est une quantité de chaleur qu'il a cédé ou qu'il a reçu. Hein. Donc c'est soit un travail cédé ou une chaleur aussi cédée, hein, ou encore c'est un travail ou une chaleur qu'il a reçue du milieu extérieur. Et bien ce système, que va-t-il lui arriver? Évidemment, il va évoluer et il va évoluer vers un autre état, c'est l'état numéro 2, et qui est caractérisé par une pression P2, un volume V2 et une température T2. C'est ça ce qu'on appelle la transformation du système. Et c'est une transformation qui se fait par un échange d'énergie, la chaleur ou le travail avec le milieu extérieur. Voyez? Est-ce que c'est clair? Donc, jusque-là, on a introduit la notion de transformation d'un système d'un état d'équilibre à un autre état d'équilibre. Chacun est caractérisé par des variables d'état, pression, volume, température. D'accord? Sur quelle base se fait la transformation? Sur un échange d'énergie. Et lorsqu'on parle d'énergie, c'est soit la chaleur, soit le travail, et c'est avec le système, le milieu extérieur. Alors sachez aussi que le passage d'un état d'équilibre à un autre état d'équilibre, ça se déroule généralement hors équilibre. Voyez, donc c'est entre les deux états, c'est hors équilibre. Et sur cette base, on peut distinguer des transformations qu'on va appeler transformations réversibles. C'est vraiment des transformations, c'est l'idéal. Hein. Et ce sont des transformations infiniment lentes et qui sont constituées d'une succession d'états d'équilibre. Hein. Plusieurs états jusqu'à arriver à l'état final. C'est une succession et c'est dans ce cas-là, on va dire que c'est une transformation qui est réversible. C'est une transformation qui est lente. Hein. Alors le deuxième cas, c'est le cas des transformations irréversibles. Et là, c'est des transformations qui sont rapides, brutales et évidemment hors équilibre. Voyez? Donc réversible, irréversible,
c'est juste tout simple, c'est question de, si vous voulez, l'onde, si c'est réversible. Pourquoi c'est long? Parce qu'il y a une succession d'états d'équilibre. Irréversible, c'est réel, c'est les transformations qui sont réelles. Et là, c'est vraiment des transformations qui sont brutales, hein, brutales et aussi rapides. Autre chose à rajouter, c'est que les variables d'état, hein, la pression, la température, le volume, eh ben, elles varient, si vous voulez, elles vont varier pour atteindre l'état d'équilibre suivant. Ils vont varier, mais ils ne sont pas, si vous voulez, toutes indépendantes. Il y a une certaine relation entre les trois. Ils sont liés, elles sont liées plutôt, c'est les variables. Hein. Les variables d'état sont liées entre elles, et ça veut dire que la fonction, et si vous voulez, qui lie les trois, elle est nulle. Hein. Je répète, les variables d'état changent d'un état à l'autre, mais il y a une certaine dépendance entre l'ensemble. Je vais vous donner l'exemple et je pense que vous le connaissez tous. C'est le cas où c'est un gaz qui est parfait. Alors, pour le gaz parfait, voici l'équation qui lie, si vous voulez, le comportement, qui décrit plutôt le comportement du gaz. Et vous voyez que la pression, le volume et la température, ils sont liés par une certaine relation. Ça s'appelle la fonction, c'est l'équation d'état, d'équilibre, si vous voulez, PV égale nRT. P, c'est la pression du gaz. C'est un gaz qui est parfait. V, c'est le volume du gaz. Le N, c'est le nombre de moles du gaz. Le R, c'est la constante des gaz parfaits. Et T, c'est la température. Alors, n'oubliez pas que c'est le PV égale à nRT. C'est ça l'équation d'état des gaz parfaits. Et vous voyez que regardez ici, la température, elle dépend de la pression et du volume. De même pour les autres, c'est-à-dire toujours vous aurez une variable d'état qui va dépendre des deux autres. Et c'est ça ce qu'on disait dans l'autre diapo. Les variables d'état, généralement, ils sont liés par une certaine relation. Et ici, dans le cas où c'est un gaz parfait, ça s'appelle l'équation d'état. OK? PV égale nRT. Regardons cette application. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Sachant qu'une mole de gaz occupe un volume de 22,4 dans les conditions normales, calculez la valeur de la constante des gaz parfaits lorsque la pression est mesurée en atmosphère et le volume en litres, lorsque la pression est mesurée en centimètres Hg, le volume c'est en litres, lorsque cette fois la pression est mesurée en atmosphère et enfin lorsque la pression est mesurée en dynes par centimètre carré. Hein. Pour le volume, c'est les centimètres cubes. Et à la fin, c'est dans le système international. Bon, c'est juste une application des différentes unités qu'on a déjà vues. La question, c'est le calcul de la constante des gaz parfaits. Et qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne le volume, 22,4. C'est les conditions normales. Vous avez le volume égal à 22,4. La température est égale à degrés Celsius et la pression égale à 1 atmosphère. Une atmosphère. Alors, regardons la solution. Voilà. Donc, vous avez la pression en atmosphère, le volume en litres. Vous avez PV égale à nRT. R est égal à PV sur T. Pourquoi? Parce que le N est égal à 1 mol. C'est les conditions normales. Et voici le résultat.
Maintenant, avec les différentes unités, il faut juste connaître la relation entre le système international et le système CGS. Donc, pour suivre l'évolution du système pendant ces différentes transformations qu'on a déjà définies, on fait des représentations, si vous voulez, graphiques de l'évolution. Et c'est une représentation en fonction des variables d'état. Hein, et il y a plusieurs types de diagrammes. Il y a ce qu'on appelle le diagramme de Clapeyron. Hein, et dans le diagramme Clapeyron, vous avez, on fait le traçage de la pression en fonction du volume. C'est exactement le diagramme qui est à gauche. Hein, vous voyez? Donc ici, on suit l'évolution de la pression en fonction du volume. Il y a aussi ce qu'on appelle le diagramme isentropique. C'est la température et le S, l'enthalpie. Il y a il y a un autre type de diagramme qui s'appelle Amagat. C'est cette fois le produit pression-volume en fonction de la pression. C'est le diagramme qui est à l'extrême droite. Mais si vous voulez, ce qui est vraiment le standard, c'est le diagramme de Clapeyron, c'est-à-dire on fait le traçage ou bien la variation de la pression en fonction du volume. Et ça permet de faciliter, de voir vraiment les différents états qui concernent la transformation, si vous voulez, de votre système et pendant les échanges énergétiques avec le milieu extérieur. Et sur cette base, il y a plusieurs types de transformations, c'est-à-dire l'évolution suite à un échange d'énergie avec le milieu extérieur. Et il y a ce qu'on appelle la transformation isochore. C'est une transformation qui se fait à volume constant. La transformation isobare, c'est une transformation qui se fait à pression constante. Et enfin, la transformation isotherme, là, c'est la température qui est constante. Sinon, on peut envisager le cas où c'est une transformation isentropique ou adiabétique. Alors là, adiabétique, ça veut dire que la quantité de chaleur, elle est constante. Ou encore, l'enthalpie qui est constante. Donc, c'est des transformations qu'il faut connaître. Hein. Isochore, c'est le V constant. Et c'est la pression et la température qui varient. Isobare, c'est la pression. Isotherme, c'est la température. Donc, nous avons vu que le système peut réaliser des transformations d'un état d'équilibre numéro 1 à un autre état qui est le final, numéro 2. Et cette transformation, elle est accompagnée par un certain échange avec le milieu extérieur. Hein. Alors maintenant, si vous voulez, cette transformation, elle peut suivre des chemins différents. C'est-à-dire que pour passer d'un état à un autre, il y a une infinité de chemins pour arriver, si vous voulez, à l'état final à partir de l'état initial. Et donc, par exemple, si je prends une certaine grandeur x, et ben généralement, cette variation qui est le delta x, elle dépend du chemin suivi pour aller de l'état initial à l'état final. Mais maintenant, en thermodynamique, il y a certaines fonctions qui sont, si vous voulez, liées aux variables d'état, c'est-à-dire la pression, le volume et la température, et pour lesquelles, si vous voulez, cette variation delta F,
elle ne dépend pas du chemin suivi. Et bien, ces grandeurs-là, ces fonctions, si vous voulez, ça s'appelle fonction d'état. Fonction d'état, tout simplement, ce sont des grandeurs ou des fonctions qui ne dépendent pas du chemin suivi. Quel que soit le chemin suivi, vous avez, si vous voulez, la variation, le delta f, la variation de cette fonction, c'est directement égal à la différence f2, c'est-à-dire la fonction à l'état 2 moins la fonction à l'état 1. Donc, qu'est-ce qu'une fonction d'état? Je répète. Une fonction d'état, c'est une grandeur x par exemple, ou une fonction f, et pour laquelle la variation, c'est-à-dire pendant la transformation, et pour aller du chemin, pour aller de l'état 1 vers l'état 2, cette variation ne dépend pas du chemin suivi. On va comprendre ceci mieux sur un exemple. Regardez, là on a pris une certaine fonction z, hein, le z, et regardez, voici l'état initial. On avait par exemple zi, c'est-à-dire z initial. Et l'état final, nous avons un zf. Hein? Regardez les différents chemins qui peuvent exister. D'ailleurs, il y a une infinité. Déjà, ici, on a noté chemin A, chemin B, chemin C. Vous voyez? Et donc, pour ces fonctions d'état, la variation qui est le delta z, ici dans notre cas, cette variation delta z ne dépend que du z final et du z initial. Et donc, on peut écrire que delta z est égal à zf moins zi. Hein? Que ça soit, si vous voulez, à travers ce chemin A, ou chemin B, ou chemin C, ou autre. Et c'est vraiment quelque chose qui caractérise les fonctions d'état. Alors, parmi les fonctions que l'on connaît en thermodynamique et qui sont des fonctions d'état, il y a l'énergie interne et que l'on note par U. Hein. Il y a l'enthalpie, c'est le H. L'entropie, c'est le grand S. Hein. Donc, S, H et U, toutes ces fonctions, ce sont des fonctions d'état. Hein. Ça veut dire qu'elles ne dépendent pas du chemin suivi. Mais sinon, si on prend le travail, la chaleur, et bien là, il faut se souvenir du fait que ces fonctions-là dépendent du chemin suivi, ça veut dire qu'ils ne sont pas des fonctions d'état. Alors, c'est quelque chose, c'est à noter, pardon, hein, le travail et la chaleur ne sont pas des fonctions d'état, alors que l'énergie interne, l'enthalpie, l'entropie, toutes ces fonctions, ce sont des fonctions d'état. Alors, dans ce qui va suivre, on va définir tout ce qui caractérise les échanges énergétiques, à savoir le travail, la chaleur, on va définir ce que c'est que l'énergie interne, l'enthalpie et encore, on va voir qu'est-ce qu'on appelle le principe zéro et le premier principe de la thermodynamique. Alors, commençons par l'énergie interne et c'est ça ce qu'on note par U. Eh bien, tout d'abord, sachez que tout système, il est constitué, qu'il soit solide, liquide ou gaz, il est constitué par des atomes, des molécules. Et ces particules, à l'échelle microscopique, ils sont toujours animés par un certain mouvement qui est aléatoire. C'est ce qu'on appelle l'agitation moléculaire. Hein. Alors, généralement, c'est une vibration pour les solides, alors que pour les liquides et les gaz, c'est une agitation qui est thermique. Donc, les atomes ou les molécules, et à l'échelle microscopique, ils sont toujours animés par un mouvement, et c'est un mouvement qui est aléatoire. Alors, le fait qu'il y a un mouvement microscopique, donc à ça, on peut associer une énergie cinétique. Le ECI, c'est l'énergie cinétique individuelle à chaque molécule ou à chaque particule.
plus de cette énergie cinétique, et on sait qu'entre les atomes, il peut exister des forces attractives ou répulsives, et à ces forces, on associe encore une fois ce qu'on appelle l'énergie potentielle et qu'on va noter EPI, c'est-à-dire que pour chaque molécule, elle possède une énergie potentielle, d'où provient cette énergie potentielle, tout simplement suite à ces forces d'interaction qui peuvent exister entre les atomes. Alors maintenant, comment on définit l'énergie interne et à l'échelle microscopique? C'est tout simplement la somme algébrique des énergies cinétiques ECI et des énergies potentielles EPI et qui correspondent à toutes les particules formant le système. Ok, donc l'énergie interne U, c'est une somme algébrique sur les ECI plus les EPI. ECI, c'est l'énergie cinétique des particules que forme le système, et les EPI, c'est les énergies potentielles correspondantes. Alors, quelles sont les propriétés de l'énergie cinétique, de l'énergie interne? Eh bien, c'est une énergie qui s'exprime à l'équilibre. Son unité, c'est le joule ou encore les calories. Hein? Et elle possède une valeur qui est bien définie. C'est une fonction de d'état, comme on a déjà dit avant. Hein? Ça veut dire qu'elle ne dépend que de l'état initial et de l'état final de la transformation. Hein? Et c'est un paramètre qui caractérise le niveau énergétique du système thermodynamique. Hein. Alors, il faut dire que l'énergie interne, quand est-ce qu'elle peut varier? Lorsqu'il y a un échange énergétique avec le milieu extérieur. Et comment se fait cet échange énergétique? C'est soit sous forme de chaleur ou de travail. Vous voyez, donc, je reprends l'idée, c'est que l'énergie interne d'un système, et qui est la somme des énergies cinétiques et des énergies potentielles de toutes les particules que forme le système, elle peut varier si jamais il y a un échange énergétique avec le milieu. Et qu'est-ce qu'on entend par échange énergétique? C'est tout simplement soit sous forme de chaleur ou de travail. Alors, commençons par la chaleur. La chaleur, c'est une forme spéciale de l'énergie. Elle peut s'exprimer en joules ou en kilocalories ou encore en calories. Et généralement, à l'échelle microscopique, elle est échangée sous forme, si vous voulez, d'une certaine forme qui est désordonnée, et c'est par l'agitation moléculaire. Et je pense que vous savez tous que c'est toujours, elle s'écoule d'une source qui est chaude vers une source qui est froide. C'est ça ce qu'on entend par chaleur, c'est, si vous voulez, c'est un échange qui se fait d'une source qui est chaude et une autre qui est froide. Autre chose à rajouter, le fait que la chaleur n'est pas une fonction d'état. Hein, c'est pas une fonction d'état, ça veut dire qu'elle dépend du chemin suivi. Voyez? Donc, je répète, la chaleur, c'est juste une forme de l'énergie, et c'est un échange du chaud vers le froid, et donc encore plus, c'est une grandeur qui dépend du chemin suivi. Alors maintenant, le travail, qui est encore une façon d'échange énergétique, et généralement c'est une énergie qui est mécanique. Elle s'exprime aussi en joules, en calories, et maintenant à l'échelle microscopique, c'est encore une énergie qui est échangée, et cette fois de façon ordonnée. Hein, c'est parce que grâce au déplacement
par exemple, d'un piston qu'on a déjà vu, hein. Donc, c'est soit un déplacement d'un piston qui va imprimer une certaine direction aux atomes, hein. Donc, lorsqu'on parle de travail, c'est un déplacement d'un piston, par exemple. Et lorsqu'on parle de chaleur, c'est un échange thermique, si vous voulez. C'est un échange entre une source chaude et froide. Et c'est pour ça que dans le cas où c'est la chaleur, c'est une énergie échangée et de façon désordonnée, alors que pour le travail, ça se fait d'une manière bien ordonnée, et c'est parce que si on prend le cas d'un piston, hein, ça va imprimer une certaine direction aux atomes. Bon, maintenant, est-ce que c'est une fonction d'état ou non? On a déjà vu que le travail, ce n'est pas une fonction d'état, et donc elle dépend de, si vous voulez, du chemin suivi, et c'est parce qu'elle résulte le plus souvent d'une variation du volume d'un système déformable, comme le cas, par exemple, du gaz. Prenons le cas d'un déplacement d'un piston, hein, et donc lorsqu'on parle de piston, donc c'est un échange de travail. Alors, comment on définit la pression? À partir de la force et la pression exercée sur la surface de cette enceinte, hein, peut-être ça peut être une seringue ou autre. Et donc la pression, ça se définit comme le rapport de la force sur la surface du piston, hein. C'est la pression que va exercer, si vous voulez, le système. Peut-être que c'est un gaz, hein. Et donc la pression, qui est la force sur la surface, c'est tout simplement la pression que va exercer le gaz sur le piston. Et donc il va créer un déplacement dx. Alors, comment on va définir le travail? Le dW, c'est le produit de la force multiplié par le déplacement, hein, le déplacement du piston suite à, si vous voulez, à cette pression qui a été exercée par cette force sur la surface du piston. Donc, vous avez le dW, c'est Fdx. Je remplace la force par le produit de la pression que multiplie la surface du piston. Et je remplace aussi le dx, l'élément de déplacement, par le dv sur la surface. Pourquoi? Parce que l'élément de volume, ce n'est que la surface du piston multipliée par le déplacement. Et en regardant cette écriture, bon, il y a une simplification. Ça va vous donner un produit de la pression fois le dv. Voyez? Et donc, le dw, c'est-à-dire le travail, si vous voulez, le travail, ça s'exprime comme le produit de la pression fois l'élément de volume. Et puisque c'est une diminution, hein, c'est une diminution de travail, donc on va rajouter, il y a un signe moins qu'il faut rajouter à côté du produit de la pression fois le volume. Voyez? Donc, c'est un exemple pour exprimer, si vous voulez, l'expression du travail. Et là, on trouve que c'est moins le PDV. Le dW, c'est moins PDV. P, c'est la pression exercée par le système sur le piston. Et le dV, c'est l'élément de volume associé à, si vous voulez, au produit de la surface du piston et du déplacement qui va se produire une fois que il y a cette force qui va s'exercer sur le piston. Alors, définissons le principe zéro. C'est tout simplement l'équilibre thermique. Et c'est quand est-ce qu'on parle d'un équilibre thermique? C'est ici, on a pris le cas de deux systèmes A et B et qui sont séparés par une paroi diathermique, hein. Et donc, l'ensemble A plus B va être adiabétiquement
isolé du milieu extérieur. Ça signifie quoi, adiabétiquement isolé? Ça signifie qu'il n'y aura pas d'échange de chaleur avec le milieu extérieur. Vous voyez? Et c'est ça ce qu'on appelle l'équilibre thermique ou le principe zéro. Donc, le cas où c'est un système qui n'est pas isolé, et donc certainement il y aura un échange énergétique avec le milieu extérieur. Comment se fait cet échange énergétique? C'est soit par de la chaleur ou un travail. Et donc, quelle est la conséquence? C'est que le système, il va évoluer d'un état 1 initial à un autre état d'équilibre final. Et c'est ça ce qu'on appelle, si vous voulez, la transformation. Voyez? Donc, pour simplifier, le premier principe de la thermodynamique dit que l'énergie d'un système se conserve au cours des transformations. Et donc, la conséquence de ceci, si on prend un système isolé, la variation de delta U est égale à 0. Si ce n'est pas un système qui est isolé, et donc à ce moment-là, il y aura un échange avec le milieu extérieur, soit sous forme de chaleur ou de travail. Là encore, on définit le premier principe de la thermodynamique et qui s'annonce comme suite. Au cours d'une transformation quelconque d'un système non isolé, la variation de son énergie interne est égale à la quantité d'énergie échangée avec le milieu extérieur par transfert thermique, chaleur et transfert mécanique qui est le travail. Donc la variation de son énergie, c'est-à-dire le delta U, est égale à quoi? Est égale à la quantité d'énergie échangée avec le milieu extérieur, hein? C'est-à-dire, puisque c'est la chaleur et le travail, donc ça va être la somme de Q plus W. C'est ça ce qu'on appelle le premier principe, c'est le fait qu'il y a la conservation. Donc delta U est égal à Q plus W, et c'est lorsque c'est un système qui n'est pas isolé. Mais si c'est un système qui est isolé, le delta U, il est nul. Voyez? Donc, soit que delta U est égal à 0, si c'est un système qui est isolé. Si c'est un système qui n'est pas isolé, le delta U est égal à la somme de la chaleur et du travail. Encore une fois, une autre manière pour annoncer le premier principe, regardez ce qui est en rouge, la variation de l'énergie interne, le delta U du système, hein, au cours d'une transformation est égale à la somme, comme je vous ai dit, le W, la somme du travail et de la chaleur qui est Q. Hein. Et le W et Q, ce sont les énergies qui ont été échangées avec le milieu extérieur. Et voici comment on exprime le premier principe de la thermodynamique. Le delta U du système, puisque c'est une fonction d'état, ça sera égal à l'énergie interne de l'état final moins l'énergie interne de l'état à l'état initial. Et ça, c'est la somme de Q échangé plus le W échangé. Donc, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Il y aura pas mal d'exercices que l'on va appliquer. Et donc, il faut bien revoir toutes les définitions qu'on a déjà vues. Alors, on arrive à une autre grandeur qui exprime les échanges énergétiques. C'est ce qu'on appelle l'enthalpie. Et l'enthalpie, c'est une fonction que l'on désigne par la lettre H. Elle correspond à l'énergie totale d'un système thermodynamique. Hein, et donc, elle doit comprendre l'énergie interne, le U du système, et plus le travail que le système va exercer contre la pression externe pour occuper son volume. Hein. Donc, de cette définition, on va voir comment s'exprime le H, l'enthalpie, et du fait que c'est l'énergie totale du système thermodynamique, elle doit comprendre l'énergie interne plus le travail qui va s'exercer, si vous voulez, si jamais il y a
une pression extérieure et pour que le système puisse occuper un certain volume. Alors, l'enthalpie, c'est une fonction d'état et c'est une grandeur extensive, ok? Et souvent, l'enthalpie, elle est utilisée lors de l'étude des changements qui mettent en jeu, si vous voulez, l'énergie d'un système, que ce soit dans les processus chimiques, biologiques ou physiques. Ok, donc maintenant on a défini l'enthalpie. Regardons comment elle s'exprime. Voilà. Alors le H, et on a dit que c'est une énergie totale, donc elle doit comprendre l'énergie interne et ce travail. On a déjà montré comment s'exprime le travail. Tout à l'heure, on a vu que le dW, c'est le PDV. Ici, pour le W, on va éliminer le D, c'est-à-dire la variation infinitésimale, pour écrire le fait que H, qui est l'enthalpie, c'est l'énergie interne plus le produit de la pression et le volume. Pour l'unité, c'est le joule ou encore les calories. C'est une fonction d'état comme on a dit. Alors maintenant, pour le DU, ou bien le U, comment on l'avait défini, c'est la somme de la quantité de chaleur, c'est le Q plus le W. Donc si jamais c'est une transformation infinitésimale, on va parler de DU, et le DU c'est le DQ plus DW. Voilà, donc c'est des relations qu'il faut connaître. L'application elle est très simple, on va faire pas mal d'exercices concernant ces transformations, concernant tous les paramètres qui caractérisent les échanges énergétiques. Et avec ces diapos, on termine avec ces notions fondamentales de la thermodynamique. Et comme je vous ai dit, on va faire beaucoup d'applications dans ce sens.